Miguel Herrera, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le Cercle Critique. Alors avec vous, nous allons évoquer un des moments forts de l'histoire de la théorie juridique, à savoir, disons, la querelle formelle entre Hans Kelsen et Carl Schmitt. Alors tout d'abord, nous verrons la pensée de Hans Kelsen, puis dans un deuxième temps celle de Carl Schmitt, avant d'évoquer leurs oppositions directes. Mais d'abord, présentez-vous. Bon, je suis Carlos Miguel Herrera, donc je suis professeur de droit public à l'université Cergy-Pontoise. Je dirige le Centre de philosophie juridique et politique. Et sinon, j'ai fait des études en droit et en philosophie. Et je travaille depuis très longtemps sur ces questions qu'on peut appeler désormais de l'histoire de la pensée juridique ou la pensée juridique. J'avais d'abord commencé à travailler sur le monde des langues allemandes, puis maintenant j'ai beaucoup étendu depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, à d'autres questions et à d'autres activités. Puis je travaille sur d'autres objets comme le constitutionnalisme, les droits sociaux, enfin des questions qui sont plus liées soit au droit, soit à l'histoire politique directement. Très bien. Eh bien, les présentations ne s'arrêtent pas là, avec maintenant une présentation de Hans Kelsen. C'est autrement plus riche que ma vie, sans doute. En fait, oui, Hans Kelsen a été considéré souvent, à tort ou à raison, on verra ça, comme le juriste du XXe siècle. C'est une définition qu'on avait donnée dès les années 30 aux États-Unis. On a dit qu'il était l'un des juristes, pas le juriste, mais on l'a utilisé surtout pour personnaliser sa figure. Il y a des bons arguments pour cela, c'est-à-dire déjà il a eu une longue vie de juriste, c'est-à-dire qu'il a été productif pratiquement jusqu'à la fin de sa longue vie, donc on considère qu'il a écrit jusqu'à la fin des années 60, et cette productivité, il était né en 1981, cette productivité va être même posthume, puisqu'il va l'Institut Hans Kelsen de Vienne, qui avait été créé du vivant de Kelsen, va éditer un ouvrage en 1979, donc 6 ans après sa mort, qui va, non seulement ça va être un ouvrage relativement important, malgré sa forme inachevée, mais qui va bouleverser celle qui était considérée la version classique ou dernière ou mûre de sa pensée. Et il a pu être considéré également le juriste du XXe siècle, ou l'un des juristes du XXe siècle, parce qu'il a été très actif à un moment particulier de la pensée juridique du XXe siècle, c'est-à-dire c'est le moment, on peut dire l'âge d'or de la pensée juridique d'une certaine manière. Si on suit la périodisation allemande, on peut dire que la pensée juridique commence à se structurer au XIXe siècle, autour de Savigny. Bon, en France, le cheminement est un peu différent et un peu plus tardif par ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la doctrine juridique proprement dite apparaît à la fin du XIXe et surtout au début du XXe. C'est un moment très important, c'est un moment fondateur pour la pensée juridique, puisqu'elle devient autonome d'une certaine manière. Elle s'émancipe d'autres disciplines pour penser par elle-même, avec des arguments conceptuels, le droit, indépendamment de la théologie, de la philosophie, etc., du politique. Et Kelsen va être au cœur de cette évolution d'une certaine manière, une évolution qui est marquée par l'importance qu'on donnera désormais au droit positif d'une certaine manière. Et ces deux moments correspondent à deux disciplines d'ailleurs assez différentes, si vous voulez, du droit public. D'abord, il va être lié directement à l'élaboration de la Constitution autrichienne de 1920. Ce n'est pas lui qui l'a créé, comme on dit parfois, il était le rédacteur, celui qui mettait en forme le compromis politique du Parlement. Il avait été appelé par un ami personnel, qui était Karl Renner, qui était le leader de la social-démocratie, le leader de l'aile droite, en quelque sorte, de la social-démocratie autrichienne,
aile droite à laquelle Kelsen aussi s'est retrouvé, au moins jusqu'à la fin des années 20 et même plus tard. Et donc là, c'est un premier événement important, c'est la première constitution républicaine autrichienne, et puis c'est un moment de bouleversement après la Première Guerre mondiale, c'est la fin des empires d'Europe centrale et orientale, et donc c'est un moment important, d'autant plus que Kelsen avait une personnalité forte, polémique, et donc il va s'engager dans cette voie démocratique ou républicaine du droit, de manière très directe, puis ça va lui coûter en quelque sorte sa carrière autrichienne d'une certaine manière, parce qu'il va être un peu obligé de, pas de s'autoexiler, ça serait peut-être trop fort, mais du moins de quitter son pays suite à une série de problèmes qu'il avait connus et à l'université de Vienne et à la Cour constitutionnelle où il avait été nommé magistrat de sa création. Et puis ce deuxième grand moment, c'est autour du droit international qui s'est construit, c'est-à-dire après les années 30, quand il arrive en Allemagne en 1930, il va enseigner le droit international, et désormais, puisqu'il a quitté l'Autriche, il va enseigner surtout le droit international, et là encore, dans l'entre-deux-guerres, c'est une période très riche de débats, suite aux difficultés, puis à l'échec de la Société des Nations. Et donc Kelsen va être très engagé dans cette réflexion jusqu'au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là encore, il sera l'un des premiers commentateurs du traité de San Francisco, et puis surtout de la Charte des Nations Unies. Donc, aussi bien au niveau du droit constitutionnel qu'au niveau du droit international, il a vécu des moments de changement importants. Ce qui explique un peu, sans doute, la prégnance de sa pensée. Très bien. Alors, désormais, nous allons parler de sa méthodologie, et plus particulièrement de son épistémologie. Alors, on dit souvent que son épistémologie s'inspire de deux courants de pensée, à savoir le néo-kantisme et le positivisme juridique. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, d'accord. On pourrait dire qu'en fait, le positivisme juridique est un peu le produit de cette double réception d'idées, qui vient aussi bien du néo-kantisme, comme vous dites bien, et on pourrait dire de l'empirisme, qu'on appellera un peu plus tard positivisme. En fait, il faut dire d'abord que Kelsen, même si dans mes travaux, j'ai souligné souvent les difficultés qui pouvaient entraîner cette double filiation, il faut dire que Kelsen essaie de les lire dans une forme de continuité, s'inspirant notamment des travaux de l'un des derniers néo-kantiens de l'école de Marbourg, qui est Ernest Cassirer. C'est peut-être l'auteur le plus important, même s'il ne les revendiquera pas toujours directement, il préfère revendiquer, quand il parlait du néo-kantisme de Marbourg, de parler du chef qui s'appelait Hermann Cohen, qui est finalement peut-être moins présent de ce que Kelsen prétend dans son œuvre. Donc il va lire, déjà, il va accueillir cette discussion qui existe dans la pensée allemande, et je ne dis pas seulement pensée juridique, je dis la pensée en général, la pensée de ce qu'on appellera plus tard les sciences sociales, c'est ce débat qui commence en gros avec Dilthey, avec l'idée qu'il y aurait une sorte de double épistémologie, l'une pour les sciences dures, mathématiques, naturelles, comme on les appelait à l'époque, et une autre qui prendrait en compte la particularité des sciences de l'esprit, comme on dit, les Geisteswissenschaften, et qu'on appellera plus tard sciences sociales et sciences humaines. Et ce dualisme était déjà était répercuté dans la pensée juridique d'une manière très importante, et notamment chez un auteur qui sera très important pour Kelsen, c'est Georg Jelinek, qui est sans doute le grand juriste des langues allemandes. Il était né autrichien comme Kelsen, mais ses difficultés liées à ses origines juives l'avaient poussé plutôt à continuer sa carrière en Allemagne, notamment à Heidelberg. Et déjà chez Jelinek, on a cette réception des débats qui, en gros, à l'époque de Jelinek déjà, était engagée en termes des courants néo-kantiennes, l'école de Marbourg d'une part, et l'école sud-occidentale, comme on l'appelle d'autre part, c'est-à-dire des auteurs comme
côté Marbourg, Hermann Cohen, bien entendu, Nathorp, et puis surtout Cassirer, qui est un peu l'héritier, et dans l'école sud-occidentale qui est moins structurée, si vous voulez, par un enseignement précis. On va de Rickert, Windelband, et Simmel, un auteur très important à l'époque. Et donc, ces néo-kantistes, c'est un retour à Kant, qui avait commencé un peu avant, avec les travaux d'un autre philosophe qui s'appelait Lang, Zurück zu Kant, avait été également vécu, et c'est du moins comme Kelsen va l'analyser, comme un retour au Kant de la première critique, en quelque sorte, au cas de la critique de la raison pure. On va considérer qu'en réalité, il faut d'une certaine manière refonder les sciences sociales, les sciences humaines aussi, mais bon, là ce qui nous intéresse c'est le droit, à la lumière des perspectives qui avaient ouvert d'une certaine manière la première critique. Et Kelsen va s'atteler à cette tâche, en quelque sorte. Il dira quelque part, il le dit de manière un peu indirecte, mais qu'il veut être le Kant des sciences juridiques, c'est lui qui pourra déterminer les conditions des possibilités d'une science du droit, mais justement cette science du droit en même temps, c'est un moment très important, on peut dire même c'est un tournant de la philosophie du droit comme discipline. Cette science du droit ne peut que s'occuper qui est du positif, qui est du donné, et là il va recevoir d'autres influences importantes dans l'Autriche de l'époque, notamment un très grand épistémologue, enfin philosophe des sciences, comme disait l'époque autrichien, qui est Ernst Mach, qui va le marquer durablement dans ses années de formation, d'une certaine manière. Alors, il faut dire ensuite que on peut établir des filiations, mais Kelsen n'est pas un philosophe au sens qu'on donne, au sens professionnel du terme, et ce qui revient à dire qu'il s'intéresse peu à la cohérence des filiations, ce qui l'intéresse c'est de créer sa propre pensée d'une certaine manière, et donc du coup il va essayer de marier, d'élire dans une forme de continuité, néo-kantisme et positivisme, même si dans un premier temps ce positivisme n'est pas un positivisme empirique. D'ailleurs, ça va être l'un des cœurs des tensions de la pensée de Kelsen, c'est-à-dire de construire un positivisme qui ne soit pas en même temps un positivisme empirique. Très bien. Alors, également, on peut dire qu'il y a une anthropologie kelsenienne, Oui. à travers, disons, une vision réaliste de l'homme. Pessimiste surtout, oui. Voilà, très pessimiste. Oui, très pessimiste. Et pour cela, il s'inspirerait de Freud. Oui. Là, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai pu mettre à jour dans mes travaux, parce que souvent, on avait considéré ces contacts qu'il avait eu, même contacts personnels avec Freud, comme quelque chose justement d'anecdotique. Et moi, je considère que ça va être très profond dans disons, l'arrière-pensée de la théorie du droit. Et c'est important de souligner la présence de Freud, parce que cette anthropologie pessimiste, qui a une longue tradition dans la philosophie occidentale, Kelsen n'entend pas en sens théologique, justement ça va être l'un des enjeux de débat avec Schmitt sans doute. Il considère qu'il y a une forme scientifique qui est donnée par la psychanalyse, qui permet justement d'évoquer, pour ainsi dire, la nature humaine sur des bases qui seraient des bases, encore une fois, scientifiques et non pas théologiques ou purement philosophiques. Et du moins, il y avait une science qui était très à la mode à l'époque, qui a un peu disparu de nos radars aujourd'hui, c'était la caractérologie, qui était une science dérivée. Et donc, il va être très intéressé par cette construction qui propose cette caractérologie. Justement, là encore, Kelsen se montre dualiste, puisqu'il va essayer, bon, ça c'est une forme très juridique de penser le monde, le dualisme, et donc il va essayer de penser la nature humaine aussi sous la forme d'une caractérologie dualiste, mais en insistant sur l'aspect pessimiste, qui d'une certaine manière, à la même époque, on retrouve chez Freud. Surtout ce qu'on appelait les écrits sociologiques de Freud. Les derniers Freud. D'accord. Alors maintenant passons
à la pensée pure de Hans Kelsen. Alors, ce n'est pas un secret, il s'oppose à ce qu'on appelle le droit naturel, en faisant donc son procès, ou plus particulièrement de ce qu'on appelle le juste naturalisme. Alors, en quoi consiste sa critique? Là encore, Kelsen n'est pas le premier loin de s'opposer au juste naturalisme. D'une manière générale, c'est l'un des éléments qui permet de caractériser le positivisme du XIXe siècle. C'est qu'à partir d'un certain moment, la critique du droit naturel apparaît comme un préalable à toute théorie positiviste et donc à toute épistémologie du droit. Puisqu'on a considéré que c'était la forme, c'est-à-dire c'est pas le droit naturel comme une doctrine précise, mais comme une forme de pensée, une forme dualiste, là du coup, mais dans un sens complètement différent, il faut détruire parce que ça suppose que justement il y aurait quelque chose d'autre qu'un droit positif, quelque chose de normatif qui pourrait surdéterminer et donc être utilisé comme critère pour l'existence ou non du droit. Et donc, effectivement, Kelsen va utiliser cette critique du droit naturel, oui, ça sert à une arme qui est permanente, parce qu'il considère, un peu comme une autre tradition, une tradition avec laquelle il n'a pas forcément de point de contact, mais c'était la tradition anglaise qui commence avec Bentham et puis en théorie du droit Austin, qui considère que le droit naturel est un obstacle toujours pour arriver à une pensée scientifique du droit. Pourquoi? Parce que cette longue tradition de la pensée occidentale voyait dans la justice une forme de valeur, des valeurs absolues, qu'il fallait réaliser dans des systèmes positifs. Or, pour Kelsen, les valeurs sont irrationnelles, c'est-à-dire il est un défenseur de ce qu'on appelle en philosophie le non-cognitivisme. On ne peut pas scientifiquement déterminer la supériorité d'une valeur sur une autre. Donc, et pour Kelsen, toute l'histoire, et là maintenant si on se réfère aux doctrines du droit naturel, toute l'histoire du droit naturel montrait qu'en réalité les différentes théories n'arrivaient jamais à déterminer un seul critère, une seule valeur en quelque sorte, qui donnerait le contenu à la justice. Et donc, d'une certaine manière, cette critique est avant tout une critique épistémologique, puisqu'il considère que le droit naturel ne permet pas de penser le droit comme unité, comme objet. Après, il va doubler cette critique épistémologique par une critique politique. Il va soutenir souvent que les théories du droit naturel viennent légitimer le pouvoir en place. Contrairement, il dit en fait que c'est Savigny et l'école historiciste qui a fait une relecture du droit naturel, il a renversé la signification du droit naturel, surtout parce qu'ils ont en tête, Savigny et les représentants de l'école historiciste allemande, ils ont en tête la Révolution française, et que la Révolution française a fait au nom du droit naturel, et du droit de l'homme en particulier, et donc ils ont renversé un peu la signification en donnant au droit naturel un contenu, du moins une impulsion révolutionnaire, quand en réalité, dit-il, le droit naturel, et même si on analyse les théories du droit naturel depuis Hobbes ou Grotius, avec Hobbes il a des problèmes parce qu'il considère que c'est un naturaliste mais qui en réalité tire contre son camp, qui est déjà un positiviste, qui s'ignore, ou qui veut s'ignorer surtout, mais il considère que le droit naturel vient souvent légitimer les pouvoirs en place, qu'aucune théorie du droit naturel n'arrive à la conclusion que l'ordre positif est contradictoire avec un idéal, mais qu'au contraire, et donc cette légitimité est très forte, puisque cela veut dire que si un système positif correspond à l'idéal de justice, il faut l'obéir. Il faut l'obéir de manière même aveugle, à la limite, et Kelsen considère que le propre du droit positif, c'est justement d'être relatif, c'est-à-dire d'avoir une valeur qui est relative, puisqu'il ne peut pas se fonder sur une valeur absolue, mais sur des compromis, sur des choix politiques du moment. D'accord. Et juste
quand Kelsen parle de la théorie pure du droit, pure, qu'est-ce que cela sous-entend? Oui, ça c'est très intéressant. Bon, disons qu'il y a là, c'est là où l'on voit bien l'évolution kelsenienne. C'est-à-dire qu'il y a la version classique, et là, Kelsen va être très très ferme, notamment à partir des années 30 et notamment des années 50. Pur pour lui, c'est la théorie et pas le droit. Il va insister sur cet aspect-là, c'est-à-dire, et par pur, il veut dire en réalité plusieurs choses à la fois. Pur, à cette époque-là, c'est surtout une théorie qui n'utilise que les concepts juridiques pour penser le droit, en quelque sorte, et notamment qui écarte les considérations politiques, idéologiques, politiques, même du droit naturel. Ces théories pures, à ce moment-là, c'est synonyme des théories juridiques du droit. La théorie pure, c'est théorie juridique du droit. Il y a eu certainement des moments, notamment au début des années 20, où il parle des théories du droit pur. Mais là, le droit pur serait effectivement ces droits qui est l'objet de la science du droit, puisque Kelsen part du postulat kantien que la science, la méthode construit son objet. Et donc, il y aurait le droit de la science du droit, qui serait justement un droit purifié, en quelque sorte, par le travail de la science juridique, et qui écarterait du droit donc les éléments qui ne considéraient même pas comme droit, tout ce qui est historicité, décision politique, pour garder la norme juridique comme forme abstraite qui permettrait de concevoir le droit de manière générale. Et donc, il y aura cette ambiguïté qui va finalement écarter pour, quand il dégagera clairement les niveaux de ses discours, et donc il y aura très clairement une théorie du droit, mais au préalable une épistémologie du droit, et ensuite finalement une science du droit, mais bon, Kelsen aura parfois du mal à déterminer quels sont les différents niveaux. Comme vous le savez, lui-même il parle parfois de sa théorie du droit comme de la science du droit. C'est un peu les ambiguïtés du langage de l'époque aussi. D'accord. Alors maintenant nous allons passer à sa vision de l'État. Donc on peut dire qu'il a la vision de l'État unique, enfin, d'abord comme un ordre juridique. Et alors est-ce que vous pouvez expliquer sa distinction qu'il fait entre la contrainte et le pouvoir? D'accord. D'accord, c'est deux questions en quelque sorte. Effectivement, Kelsen va faire partie des auteurs, et là c'est l'un des points où l'on voit bien sa séparation avec la théorie des Jelinek. Jelinek va pousser ses dualismes, notamment en théorie de l'État, jusqu'à conclure à deux méthodes différentes, une théorie sociale de l'État, qui serait une forme de théorie sociologique de l'État, et une théorie juridique de l'État. Pour Kelsen, il ne peut qu'avoir qu'une méthode juridique, et cette méthode-là est normative. Alors du coup, puisque la science construit son objet, la science du droit ne peut pas construire l'État comme un objet différent que celui qui sort d'un point de vue normatif. Alors effectivement, il va insister beaucoup sur l'idée qu'en réalité, droit et État ne sont pas deux réalités différentes, qui était la vision traditionnelle, qui même reste encore aujourd'hui la vision dominante de la science juridique, et notamment l'idée que l'État est créateur du droit, créant deux niveaux. Pour Kelsen, en réalité, l'État, c'est un type de droit, c'est-à-dire c'est le droit centralisé, c'est un type de système juridique qui suppose déjà la centralisation de la contrainte. C'est ça qui est important, mais il y a des systèmes juridiques décentralisés, et l'exemple qu'il va donner, et puis surtout sur lequel il va travailler au moins dans la seconde partie de son œuvre, c'est le droit international. C'est un ordre juridique décentralisé. L'État, c'est une forme de droit qui apparaît relativement tardivement, c'est-à-dire il ne cherche pas à faire de l'histoire du droit, mais il a très bien, il a parfaitement en tête l'émergence de l'État-nation à partir du XVe siècle surtout, et c'est une forme particulière qu'effectivement parfois il a tendance à, non pas absolutiser, mais à abstraire, comme si la centralisation du droit, c'est une sorte d'évolution naturelle, en quelque sorte. Le droit irait, du moins d'un point de vue historique, irait vers une plus grande centralisation. Bon, là encore, il est
il n'affirme pas les choses de manière tranchante. Et donc, effectivement, alors du coup, il ne veut surtout pas qu'on considère l'État comme synonyme des pouvoirs, justement, parce qu'il considère que le pouvoir, c'est avant tout, tel qu'il les traite les sciences de l'époque, c'est-à-dire les sciences camérales, j'allais dire, c'était déjà la science politique qui commence à émerger à peu près au même moment, à l'époque, on ne distingue pas vraiment entre droit public et sciences politiques, ça commence, mais ça sera surtout après la Deuxième Guerre mondiale que la science politique va se structurer comme un savoir séparé du droit public. Kelsen s'oppose à ce qu'il appelle les théories sociologiques de l'État. Il va écrire un ouvrage qui est très très beau, en 1922, sur les concepts sociologiques et juridiques de l'État. C'est pour lui un point essentiel. Et donc, effectivement, il considère qu'on ne peut pas analyser, surtout pas l'État, à partir du phénomène du pouvoir, qui est un phénomène factuel. Ces pouvoirs-là, par contre, peuvent être analysés en termes normatifs. Et à ce moment-là, on verra que le pouvoir n'est pas une substance, quelque chose qui serait analysable du point de vue causal aussi. Le pouvoir du droit, du moins, c'est la contrainte juridique. C'est ce qu'il appelle parfois aussi l'élément politique du droit, c'est-à-dire c'est la contrainte juridique, c'est-à-dire l'ordonnancement de la contrainte qui contient la norme juridique. Et ça, c'est un élément très important, puisque c'est l'élément, c'est à la fois l'élément politique, et c'est lui qui permet de distinguer la norme juridique de toutes les autres normes, notamment les normes morales. C'est cette centralisation de la contrainte dans des organes spécialisés, ce qui fait la spécificité du droit. Donc, il faut écarter le pouvoir en tant que substance, il faut écarter une analyse sociologique de l'État. En revanche, il faut prendre la contrainte au sérieux comme élément interne au droit, et notamment élément interne à la norme juridique. D'accord. Alors on peut dire que Kelsen a une vision critique de la souveraineté de l'État. Oui. Quel est-il ? Quelle est-elle plutôt ? Oui, en fait, ça va être important dans l'élaboration de sa théorie. J'insiste sur le fait dans mes travaux, et je crois qu'aujourd'hui aussi dans cet entretien, sur l'idée qu'il est très difficile d'aborder Kelsen comme un bloc d'un seul métal. Il faut souvent voir la construction, même après les failles éventuellement de la théorie, mais comment cette théorie s'est construite. Effectivement, la critique de la souveraineté, c'est un élément très important pour lui, puisque ça va être on pourrait dire son premier grand livre des théoriciens du droit. C'est d'ailleurs dans ce livre-là que l'expression théorie pure du droit apparaît pour la première fois. Il avait écrit un ouvrage au préalable, c'est ce qu'en Allemagne on appelle Habilitationsschrift, c'est-à-dire c'est le texte qui lui permettait d'arriver au professorat. Bon, il était Privatdozent, c'était le système allemand, mais c'était un ouvrage qui restait un ouvrage un peu universitaire, une forme de deuxième thèse, enfin un peu scolaire si vous voulez même si c'est un ouvrage très puissant qui apparaît en 1911. Ce livre sur la souveraineté, le problème de la souveraineté, c'est dès 1920. Et là, Kelsen va appliquer pour la première fois, d'une certaine manière, cette méthode qui consiste à transformer la substance en fonction. Donc là encore, la souveraineté ne doit pas être un pouvoir substantiel, quelque chose qui est derrière l'État, mais il ne peut être conçu que comme le droit positif lui-même. Et c'est dans ce sens-là que le concept aura une structure un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'il va dénoncer la souveraineté comme idée absolue, qui définirait l'État, et en même temps, il va considérer que le droit positif est l'ordre souverain, qui n'a pas des normes juridiques supérieures à l'ordre juridique positif. Et en réalité, effectivement, la souveraineté, c'est un concept juridique qui avait déjà une tradition très forte dans le droit public. Alors, effectivement, Kelsen va... parce qu'il existe depuis Bonin au moins, et donc il va l'affronter dans ces débats, notamment pour la construction de sa théorie du droit international, qui est une théorie, on le verra peut-être plus tard, qui est une théorie moniste du droit international, et donc du coup, il se réfère à la souveraineté étatique, la souveraineté telle que la conçoit
depuis Bonan, donc, et il va, en ce sens-là, considérer qu'il faut relativiser ces concepts, qui ne peut pas être un concept absolu, puisque ce qui est souverain, en fait, c'est l'ordre juridique, et l'ordre juridique national, de son point de vue, n'est pas le dernier ordre d'un système juridique qu'il pense à échelle mondiale. Très bien. Kelsen est également très critique à propos de l'appellation d'état de droit. Tout à fait. Oui. Là encore, c'est pareil que pour le concept de souveraineté, c'est un concept qui est moins important à l'époque que le concept de souveraineté, mais qui est déjà très présent dans la pensée juridique allemande depuis le 19e siècle. En France, à l'époque, c'est un concept qui est très rare. C'est aujourd'hui que le concept, depuis une vingtaine d'années, que ce concept parcourt notre droit constitutionnel d'une certaine manière, et pas seulement que le droit constitutionnel français, mais à l'époque, c'était vraiment un concept allemand, la langue allemande. Et effectivement, là encore, on voit à nouveau un Kelsen qui s'oppose à Jelinek, qui a une certaine tradition qui voit dans une tradition qu'on pourrait appeler libérale, d'une certaine manière, même progressiste. C'est une tradition qui pense justement que contre l'État absolu, il faut promouvoir même ces concepts d'État de droit qui supposerait une sorte d'autolimitation de l'État. L'État créateur du droit, mais qu'un droit dont le contenu est une autolimitation, enfin une limitation de sa volonté. Et Kelsen va être très dur avec ces concepts-là. Dès les années 20, il va dire qu'effectivement c'est un pléonasme, que tout État est un État de droit. Parce qu'il considère que la seule manière de concevoir État de droit, c'est de manière formelle. Et alors tout État moderne, utilise le droit comme son instrument. Et donc, il va contre l'idée d'État de droit, il va jouer d'une autre image qui est très forte, qui est celle du roi Midas. Il dit l'État transforme tout ce qu'il touche en droit. Et donc, du coup, ces concepts-là ne peuvent offrir aucune garantie de protection des droits individuels. Donc, parfois, il va pousser même l'argument en disant l'État nazi, surtout quand il y aura ces débats très importants après 1945, il va dire même l'État nazi était un État de droit, puisqu'il s'exprimait par le droit, et le droit nazi était du droit. Considérer que l'État de droit est un concept déterminant qui peut servir de critère pour déterminer la connaissance du droit supposerait encore une fois une théorie du droit naturel, même une théorie du droit naturel des contenus libéral ou démocratique. Il faut dire que Kelsen, qui a cette position assez intransigeante, qui va répéter jusqu'à la fin des années 50, dans certains écrits, surtout les écrits politiques, il est prêt à admettre, c'est un contexte un peu particulier, des guerres froides, d'affrontements avec l'Union soviétique, il va admettre qu'il y a effectivement une autre signification qu'il associe surtout au concept de rule of law, qui est déjà différent du concept de l'État de droit. Il va dire, bon, il y a une tradition dans la démocratie occidentale qui veut désormais qu'une démocratie doit être également un État de droit. Mais pour lui, c'est très intéressant, il s'agit de deux concepts différents. Et État de droit, c'est un concept qui vient de la tradition libérale, et il est très conscient de cette idée-là. Et c'est pour cela que les théoriciens du libéralisme, et surtout ce qu'on appelle le néolibéralisme, comme Hayek, vont être très durs contre la vision kelsenienne de l'État de droit, en disant qu'effectivement c'est le type de vision qui autorise n'importe quel contenu du droit, puisque c'est toujours du droit, même si c'est du droit totalitaire ou un contenu aberrant. Oui, Hayek dira que Kelsen est un socialiste. Oui, effectivement, il va dire beaucoup de choses. Hayek a fait une sorte d'obsession avec Kelsen, qui avait été son professeur d'ailleurs à la faculté de droit de Vienne. C'est-à-dire qu'il va considérer si on veut placer ça dans le mode plus abstrait, il va considérer qu'il est un constructiviste, c'est l'exemple même du constructiviste en philosophie, qui donne une sorte de volontarisme au droit qui pour lui, pour Hayek, doit être écarté au nom d'une forme de droit naturel du marché en quelque sorte. Et effectivement, il va considérer que Kelsen donne au droit un statut un peu particulier, puisque tout contenu peut être droit. Et d'ailleurs, Kelsen dit, et il va réaffirmer souvent cette idée que le droit est la forme de tous les contenus possibles, pourvu qu'il s'agisse pour lui des conduites humaines. Alors maintenant, nous allons passer à
à un aspect moins abordé de la pensée de Kelsen, qui est sa vision politique, ses théories politiques, et notamment ses écrits sur la démocratie. Et est-ce que ces écrits, est-ce que sa vision de la démocratie se retrouve dans ses engagements politiques auprès d'une gauche allemande? Oui, tout à fait, tout à fait. Là encore, on voit bien la prégnance du contexte dans lequel Kelsen réfléchit, puisque, je vous ai dit, il va s'engager à partir de 1918 dans en quelque sorte la voie républicaine qui émerge en Autriche, et il y aura un débat central qui va être celui de l'Europe d'entre-deux-guerres à propos de la démocratie, et notamment de la démocratie parlementaire. Et donc on peut dire que Kelsen va être un théoricien de la démocratie, et en même temps, notamment dans ses écrits de l'entre-deux-guerres, un défenseur de l'idée de démocratie. Il y a un côté un peu militant, et d'ailleurs le titre de son ouvrage, c'est l'essence qu'il utilise, Wesen, comme synonyme des concepts, signification, et valeur de la démocratie verte, c'est la valeur de la démocratie. Il entend également montrer la valeur de la démocratie. Dans un contexte où la démocratie, et notamment la démocratie parlementaire, qui pour lui est la démocratie qui est la plus proche de l'idéal d'origine, est mise en cause surtout par le bolchevisme au début, dans ses premiers travaux, et puis ensuite par les mouvements fascistes, qui va avoir comme deux forces qui essayent de montrer que la démocratie est inactuelle. Et donc Kelsen va s'engager comme théoricien et aussi comme défenseur de la démocratie. Et là, c'est très intéressant parce que sa théorie prend très au sérieux la pensée de Rousseau comme le grand théoricien de la démocratie. C'est quelque chose qui est assez rare à l'époque. D'ailleurs, Rousseau est vu dans la pensée juridique. On a fait un ouvrage collectif il y a 2 ans, justement sur Rousseau dans la tradition juridique, dans la pensée juridique. Et effectivement, Kelsen fait partie, d'ailleurs comme Schmitt, là on pourrait dire qu'ils sont des frères, des ennemis, mais des frères tout de même, qui vont prendre au sérieux Rousseau, enfin surtout Kelsen davantage que Schmitt d'ailleurs, comme la théorie de la démocratie. Et d'une certaine manière, Kelsen va considérer que la démocratie, c'est surtout la démocratie directe. Mais que dans les conditions actuelles, dans l'évolution des sociétés, ces démocraties directes ne peuvent plus s'exercer, et donc il faut arriver à des systèmes institutionnels qui puissent permettre de garder un lien, le lien le plus proche possible, le plus pertinent possible avec le modèle d'origine. Et donc, effectivement, il va défendre cela en termes de démocratie parlementaire, et puis à l'intérieur de la démocratie parlementaire, il va défendre les systèmes proportionnels, par exemple. En même temps, il va être également un défenseur des formes semi-directes, comme on disait à l'époque, des démocraties, des référendums, le recall, la révocation du mandat. Il va considérer qu'effectivement, il va défendre également, c'est très important, les partis politiques comme instrument, comme véhicule de la démocratie. C'est quelque chose qui effectivement est un peu en contradiction avec la doctrine publiciste de langue allemande de l'époque, notamment déjà dans l'Allemagne. Et là, il va trouver le modèle de démocratie, enfin pas le modèle idéal, mais du moins la démocratie réellement existante dans la République de Weimar. Il va être un défenseur très clair de la démocratie de Weimar, le projet weimarien, qui est un projet à l'époque très original. Là encore, c'est le contexte de l'Europe d'entre-deux-guerres, c'est une tentative justement de trouver une voie démocratique qui puisse en même temps garantir une forme d'évolution sociale vers un socialisme qui serait un socialisme évolutionniste, socialisme parlementaire, mais socialisme tout de même appuyé sur la démocratie. Donc c'est un modèle alternatif au modèle bolchevique et bien entendu aux démocraties réellement existantes en Angleterre ou en France, et Kelsen va se faire un défenseur de l'idée Weimar. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va réécrire à nouveau sur la démocratie, mais là il y a des différences relativement importantes. Il aura une vision plus critique du legs de Rousseau, va avoir une vision un peu plus noire, qui commençait déjà à la fin des années 20, avec l'émergence du fascisme, quand il voyait cette radicalisation des bourgeoisies européennes vers des régimes d'exception. Il va
ne pas se faire un défenseur trop convaincu de la démocratie libérale à l'américaine qu'il est en train de connaître, mais néanmoins il va se montrer plus respectueux, disons, de ces démocraties réellement existantes. Encore une fois, dans un contexte qui n'est pas du tout le même de l'entre-deux-guerres. Là, c'est plutôt un contexte de guerre froide, et dont l'opposition, c'est l'Union soviétique qui tient un discours en termes de démocratie. Et donc, Kelsen considère que ce discours en termes de démocratie, il est à démasquer d'une certaine manière, puisque la Russie de Staline, la constitution de 1936, n'est pas véritablement une constitution démocratique. C'est plutôt un couvert idéologique pour un régime est plutôt dictatorial. Il ne va pas utiliser le concept de totalitarisme, par contre, en général, s'il l'utilise, c'est d'une manière complètement marginale, mais je n'ai pas là en tête, il va se tenir à distance de ce type de concept, néanmoins, qui permettrait d'englober des expériences très différentes, mais néanmoins, il considère que la Russie soviétique, et surtout après 1940, la Russie post-stalinienne, est une dictature. Très bien, et donc pour conclure sur la pensée de Kelsen seulement, vous l'avez déjà évoqué brièvement, mais disons sa vision du droit international, disons après la guerre. D'accord, oui, d'accord. Après la Première Guerre, nous dit. Oui. Oui, en fait, ça, là encore, c'est effectivement très important. Là encore, moment de transformation du droit et donc de la pensée juridique, et donc de la fin de la Première Guerre mondiale, Kelsen va s'engager dans cette sorte de refondation du droit international et puis surtout de la doctrine internationaliste qui apparaît un peu partout dans le monde après les carnages de 1918. Et donc, là, à ce moment-là, Kelsen va avoir une vision relativement optimiste de l'évolution du système international suite à la constitution de la Société des Nations. Et dans ses écrits des années 20, par exemple, il va parler d'un État mondial, la Civitas Maxima, il va utiliser le concept de Wolff pour imaginer un système qui serait celui d'un État mondial. À partir des années 30, début des années 30, quand-il devient professeur de droit international en Allemagne, comme on a dit, à Cologne, mais puis tout de suite à Genève, et puis pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, il va enseigner surtout le droit international et la philosophie du droit, bien sûr. Il aura une vision déjà un peu moins abstraite. Il va se concentrer sur les possibilités techniques qu'offre le droit international comme système, donc il va être très critique de la Société des Nations, de ces échecs qui apparaissent de manière très patente dans les années 30 surtout. Et là, il va s'engager dans une voie qui était évoquée d'un point de vue théorique pour penser le droit international. Et tout à fait intéressant, c'est comment il va utiliser les concepts de guerre. Ça, il va s'inspirer avec un autre maître autrichien, beaucoup moins connu que Jelinek, qui s'appelait Strissower, qui était, dit-on, son professeur préféré à la faculté de droit de Vienne, et qui avait écrit un ouvrage très important en 1917 sur la guerre, sur la doctrine de la guerre juste, de Bellinghustum, et Kelsen va utiliser, comme souvent il utilise les matériaux qui produisent le débat juridique de l'époque, la pensée juridique de l'époque. Il va utiliser les travaux de Strissower pour penser la guerre comme la contrainte du droit international, à l'instant de sa théorie du droit. Et donc, du coup, il va être très critique, par exemple, du pacte Briand-Kellogg, toutes ces doctrines qui étaient un peu une doctrine pacifiste à l'époque, qui fait de la guerre, de l'interdiction de la guerre, sa pierre des touches. Kelsen dit effectivement, non, ce qu'on peut faire, c'est de la guerre, il ne faut pas interdire la guerre, mais justement, il faut l'utiliser comme la forme de contrainte du droit international, et il va insister, à côté de cette théorie positive, pour ainsi dire, de la guerre, sur l'importance d'une cour de justice mondiale, si possible, qui serait justement chargée
appliquer la contrainte, c'est-à-dire que la contrainte doit être, et donc du coup de déterminer quelles sont les guerres que le système international peut utiliser comme système de contrainte, sachant que le droit international à l'époque c'est un système décentralisé. Donc il faut confier, comme dans les... c'est décentralisé, même il utilise un terme plus anthropologique, qui est celui d'un droit primitif. Il dit c'est le droit des sociétés primitives où la contrainte est décentralisée. L'exemple c'est la vendetta. Et donc, contrairement à un système étatique, la contrainte n'est pas monopolisée par l'État, mais il peut y avoir une cour de justice qui détermine dans quelles conditions la contrainte doit avoir lieu. Et cette vision, qui est une vision très importante, sa théorie du droit international, la construction de cette théorie du droit international qui apparaît déjà dans une forme assez claire dans les années 30, fin des années 30, début des années 40, le conduit d'abord à proposer un modèle alternatif d'organisation internationale dès 1942. Et quand on sait que déjà la guerre, que les États-Unis rentrent en guerre, et donc le nazisme ne pourra pas vaincre, et puis justement cette vision qui met au centre une cour de justice, au centre du système international, va également le conduire à être un peu pessimiste par rapport aux Nations Unies. Dès le départ, justement, il va être très critique de l'idée du Conseil de sécurité, un système qui met au centre le Conseil de sécurité, surtout en plus avec ce droit de veto permanent donné à 5 puissances. Et donc il va considérer qu'effectivement un bon système international devait être celui qui donnait à la Cour de justice, ou à une Cour de justice internationale, la place centrale. Néanmoins, là encore, d'une certaine manière, dernière évolution, il va voir ses craintes confirmées tout de suite avec la guerre des Corées, avec le début de la guerre froide, et cependant il va se montrer dans ces contextes d'affrontement entre la Russie soviétique et le monde occidental, il va se montrer un peu moins critique du droit international positif, et puis surtout un peu moins optimiste d'une certaine manière, puisqu'il va considérer que les possibilités d'un État mondial ou d'un État universel sont vraiment très très loin comme perspective, et donc il faut plutôt penser le droit international dans les systèmes de sécurité collective. Donc on va maintenant aborder la deuxième partie de notre entretien sur Carl Schmitt, personnage un peu plus sulfureux que Kelsen sans doute. Sans doute, oui. Et aux multiples visages. Alors, on l'a décrit comme le juriste officiel du régime national-socialiste allemand, comme un catholique conservateur, un héritier de la pensée contre-révolutionnaire, et voire même un penseur d'un renouveau de l'absolutisme. Alors comment on pourrait le définir le plus justement ? Oui, c'est très difficile. Là, c'est justement un penseur qui est il est plus facile à aborder du point de vue textuel que Kelsen. C'est quelqu'un qui écrit mieux, qui écrit de manière plus agréable, qui écrit dans sa meilleure allemand, ce qui explique un peu son succès aussi littéraire d'une certaine manière. Et en même temps, il a un projet du point de vue de la pensée juridique bien plus difficile à identifier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'unité dans la pensée de Schmitt que dans celle de Kelsen. Et d'ailleurs, Schmitt lui-même le dit, le revendique d'une certaine manière. Effectivement, dans toutes les étiquettes possibles que vous évoquez, peut-être je ne me retrouve pas. Je pense que c'est quelqu'un, si on veut l'appréhender d'un point de vue théorique, des théories du droit, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a essayé de penser l'historicité et la politicité du droit. Après, il a essayé de le penser d'une manière, ou avec un modèle mental même, qui est très différent de celui de Kelsen, c'est-à-dire qui tient moins à la systématisation, à la systématicité même, puisque c'est un choix un peu épistémologique. Il est plus difficile de reconstruire l'épistémologie schmittienne. D'ailleurs, lui-même, il va dire qu'il y a deux moments différents de sa pensée, le moment décisionniste et un moment institutionnaliste, qui est plus difficile à cerner encore. Et Schmitt, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur lui-même. Et donc, il faut toujours se méfier un peu des pistes qu'il donne, parce qu'il a voulu, là encore, c'est une longue vie, encore plus longue que celle de Kelsen. Mais Schmitt a eu, par ses circonstances personnelles,
après 1945, beaucoup de temps libre, et donc il a essayé de façonner sa postérité. Il a voulu, d'une certaine manière, dire comment il voulait être lu. Et donc il y a certaines thèses, les premières thèses sur sa pensée sont un peu écrites, notamment par des auteurs américains, un peu sous le contrôle de Carl Schmitt. Après, dans tout ce que vous dites, il y a du vrai, par exemple, il y a du vrai et du faux, qu'il faut savoir démêler. Le théoricien du nazisme, ça me semble excessif comme vision. Il a voulu sans doute, il a eu cette prétention à un moment donné. C'est un juriste qui avait un peu cette ambition. C'est un juriste qu'on pourrait qualifier, à la différence de Kelsen, mais sans trop non plus. Ça peut sentir sur ces distinctions, mais c'est clairement un juriste qu'on appellerait légiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut être près du pouvoir. C'est le juriste qui veut conseiller le pouvoir d'une certaine manière. Et c'est sans doute cette idée, qui en plus c'est l'idée souvent des intellectuels qui ont une autre idée d'eux-mêmes et qui pensent qu'ils peuvent, ça c'est depuis Platon, qu'on peut être philosophe roi, ou juriste roi dans son cas. Il a sans doute eu l'ambition à un moment donné de peser dans le régime nazi. Il a été surtout proche, le nazisme comme tel, indépendamment d'Hitler, en bas d'Hitler avait plusieurs composantes différentes. Il était surtout proche de Hermann Göring et qui était, comme vous vous souvenez, le maître de la Prusse, en quelque sorte. C'était l'une des composantes du parti nazi, ce conglomérat qui est le parti nazi, et ce qui fait qu'en réalité, au bout d'un moment, il perdra un peu la main. Absolutisme d'État, en tout cas, c'est clair que c'est un penseur étatiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut donner à l'État, ou en tout cas qui considère que l'État est un moment central de la construction politique de l'Occident, et effectivement, il est en même temps témoin de la crise de l'État, ou de la crise de l'État-nation. Et d'une certaine manière, sa vision de l'État et la vision plus tard, du droit international, va être marquée par cette évolution qu'il voit dans l'État. Et effectivement, c'est un homme qui considère que la constitution de l'État-nation a été un moment très important dans la civilisation occidentale, et il voit cet État-nation mis en crise, notamment par la lutte des classes. Je crois que l'unité de la pensée juridique des Schmitt est avant tout politique, et cette unité politique est à retrouver dans l'émergence de la lutte des classes, surtout de l'organisation politique du prolétariat, organisation politique comme État même, puisque justement, il va voir, comme d'ailleurs Kelsen et tous les théoriciens de l'entre-deux-guerres, la constitution d'un État ouvrier en Union soviétique, et avec en plus la particularité du rapport toujours difficile entre slaves et allemands, entre russes et allemands, et donc il va faire sienne la phrase « Nous les Allemands, nous vivons sous l'œil des Russes », qui était toujours très présente dans son esprit. Mais là, il y avait cette double composante, le panslavisme et l'idéologie bolchevique. Alors on va rester dans sa pensée politique et juridique. Alors on peut dire que l'un des traits de cette pensée, c'est l'antiparlementarisme. Oui. Et il transparaît notamment, je pense, dans son ouvrage Théorie de la Constitution. Oui. Ça paraît un peu, oui, dans quelques travaux précédents, mais effectivement la théorie de la Constitution donne à sa critique du parlementarisme une assise de droit positif, parce que la théorie de la Constitution, c'est avant tout théorie de la Constitution de Weimar, c'est-à-dire c'est un manuel de droit constitutionnel qui porte surtout sur Weimar, bon, même si une ambition plus large aussi. Et donc dans cet ouvrage, il refond l'analyse de l'état de droit, oui. L'état, pour ne pas faire de pléonasme. Oui. Et dans son esprit, il découple, il me semble, un côté libéral de l'État et un autre démocratique. Oui. C'est-à-dire que le côté libéral s'incarnerait dans le parlementarisme et le pluralisme des partis, et la démocratie serait en fait
la capacité de cet état de droit à représenter une volonté populaire. Oui, justement, Théorie de la Constitution, qui est un ouvrage de 1928, est un ouvrage qui est traversé par les tensions d'une certaine manière. C'est l'ouvrage, comme a été montré, c'est l'ouvrage par lequel Schmitt devait s'installer définitivement dans la doctrine publiciste allemande. Donc c'est une sorte de manuel, même si ce n'est pas les manuels tels que l'entend nous aujourd'hui en France, c'est bien plus riche. Et en même temps, c'est un moment de son évolution, aussi de sa pensée, notamment par exemple par rapport à Rousseau, on les voit clairement. C'est les moments où Schmitt, d'ailleurs, essaie de se montrer moins ouvertement critique, moins ouvertement politique, si vous voulez. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il cherchait avec la théorie de la Constitution une forme de gage de respectabilité comme juriste, et non pas simplement comme un légiste défenseur des causes trop directement politiques. Et effectivement, là, il va essayer d'appliquer tout un ensemble d'analyses qui ont précédé toutes ces décennies sans les vents, au droit positif et notamment au droit de la Constitution allemande de 1919, c'était la Constitution de Weimar. Et là, il va apparaître très clairement, il va essayer de montrer. C'est pour ça que c'est un ouvrage ambigu, parce que c'est un ouvrage où, d'une certaine manière, il propose une défense, mais une défense, il faut souligner une défense possible de la Constitution de Weimar, justement en insistant dans ce qu'il y a de plus libéral, de plus staatsrechtlich, comme disent les Allemands, plus d'état de droit, à ces moments-là, tout en montrant qu'en réalité, ce n'est pas dans le Parlement qu'on trouve l'équilibre, la clé de voûte du système, mais plutôt dans le président de cette constitution. Il faut se rappeler que le modèle weimarien est un modèle assez original à l'époque, puisque c'est un système parlementaire avec un président, chef de l'État, élu au suffrage universel. C'était une conception qui avait été déjà théorisée de manière positive au moment même à partir de 1916-1917, au moment où la crise du modèle prussien de 1871 ou 70, si vous préférez, apparaît de manière patente, la conduite de la guerre, par Max Weber, un théoricien avec lequel Schmitt se sent proche, proche et éloigné à la fois. Et donc, il va considérer qu'effectivement, le modèle d'état de droit du 19e siècle, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il dira que la Constitution de Weimar est une constitution posthume. Ce modèle qui était le modèle du libéralisme de 1848 est un modèle qui ne permet plus aujourd'hui de faire face à justement cette lutte des classes, cette émergence de l'organisation politique du prolétariat, puisque le pluralisme n'est pas un pluralisme d'une même classe, d'une certaine manière, ou en tout cas un pluralisme des possédants, la bourgeoisie, l'aristocratie, mais il y a également le pluralisme devrait accepter également ceux qui veulent renverser le système, ceux qui n'ont rien. Et donc du coup, il considère que la théorie libérale ne permet plus de penser un système positif. Alors du coup, il faut prendre l'élément démocratique au sérieux, et d'ailleurs dans ce texte, il va associer sa définition de constitution au concept de pouvoir constituant, au concept de décision d'un peuple. Mais en droit positif, il va trouver que c'est notamment dans le président élu au suffrage universel par une volonté unique, en quelque sorte, et non pas morcelé en pluralisme, en parti politique, qu'on pourra actualiser, d'une certaine manière, l'élément démocratique, tout en gardant l'état de droit qui lui permet en particulier d'écarter le contenu social de la Constitution de Weimar, qui était très importante à l'époque, notamment avec l'article 165, qui donnait aux syndicats un pouvoir législatif très très fort, et même si c'est un article qui ne va pas vraiment fonctionner, il va créer deux types de conseils. D'ailleurs, le conseil d'usine, il va reconnaître l'organisation des ouvriers et travailleurs dans les usines, et puis des conseils économiques aux différentes échelles du pays fédéral, qui avaient une forme qui agirait comme une sorte de troisième chambre, ou
ou même des chambres sociales. Et donc, il ne veut pas lâcher l'état de droit parce que ça lui permet de dire, effectivement, la constitution de Weimar est une constitution où c'est un compromis d'éléments contradictoires, donc il faut la lire d'une manière cohérente, il faut la lire surtout comme une constitution d'état de droit, mais en même temps, c'est-à-dire que ce qui permet d'écarter les éléments qu'il appelle socialistes de la Constitution, c'est un état de droit, donc tous les droits fondamentaux ou autres qui sont considérés incompatibles avec l'état de droit doivent être écartés au bénéfice d'une lecture cohérente de la Constitution, et en même temps, il faut actualiser l'élément démocratique, mais cet élément démocratique s'exprime non pas dans le Parlement, contrairement à ce qui pense Schmitt ou d'autres auteurs, mais surtout dans le président de la République, élu au suffrage universel, puisqu'il s'agit d'une volonté populaire qui est proche de l'acclamation d'une certaine manière, puisqu'elle porte sur un homme qui représente des intérêts qui sont supérieurs à ceux de partis politiques. Et c'était un peu l'expérience qui était en train de vivre à l'époque la République de Weimar après la mort de Hebert et l'élection au suffrage universel d'une grande figure national, pour ainsi dire, comme était le maréchal Hindenburg, qui était l'héros, c'était l'équivalent d'une certaine manière de Pétain en Allemagne. C'était l'héros d'une bataille, et justement c'était celui qui représentait un peu ce qu'il y avait de meilleur dans l'armée allemande pour des gens comme Karl Schmitt ou autres. D'accord. Donc ils ont constitué un modèle assez plébiscitaire et césariste. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu cette idée-là que avait été évoquée d'une manière positive par Max Weber dans des travaux préparatoires, notamment dans un article très célèbre de 1917. Max Weber, justement, quand il commence à réfléchir à la question, il dit il faut une sorte de contrepoids à la démocratie parlementaire, parce que sinon ça devient une démocratie des partis, l'intérêt c'est morcelé par les gens qui ne vivent pas seulement pour la politique, mais qui vivent dès la politique. Il est très marqué par cette sociologie des partis qui apparaît à cette époque, qui est lui-même l'un des initiateurs en quelque sorte. Enfin, c'est quelqu'un de proche en Allemagne, et notamment Michels, qui commence à élaborer ces idées-là. Donc il est méfiant à l'idée des partis politiques, il est méfiant à l'idée d'un parti du prolétariat, Max Weber aussi. Donc il dit un président élu sur une base censitaire d'une certaine manière, sur une base plébiscitaire, permettra de faire un peu contrepoids à cette forme partidocratique de démocratie. Et sa critique également du parlementarisme touche également l'aspect limitatif de ces théories libérales. Limitatif en quel sens? Dans le sens où elle réduit la capacité d'action de l'État et de l'exécution. Oui, tout à fait, oui. Là encore, il considère que cette vision où le Parlement était un contrepoids à l'État absolu n'existe plus au XXe siècle, à l'époque de la démocratie des masses, et à une époque où justement l'État est en train de remplir des fonctions sociales, économiques, qui sont inédites par rapport au modèle du XVIIIe ou du XIXe siècle. Et là, c'est un élément très intéressant de Karl Schmitt. Il est l'un des premiers à penser d'une certaine manière l'état social, même s'il le pense toujours avec des éléments idéologiques. C'est souvent le cas chez Karl Schmitt, c'est-à-dire c'est jamais une pure théorie. Il y a toujours en même temps une critique, une vision critique de ce qui se passe, même sa propre vision de l'évolution des choses telle qu'il devrait être d'après lui, mais il est l'un des premiers à prendre au sérieux ce phénomène de transformation de l'État. Alors du coup, il considère que dans un État qui a dans la vie sociale, économique, mais également par exemple dans la vie culturelle, des fonctions très importantes, le Parlement ne sert plus à faire un véritable contrepoids à cet absolutisme, si vous voulez, l'État. Schmitt sait très bien, il connaît très bien la théorie constitutionnelle du XIXe siècle, la théorie libérale, il connaît très bien Constant, il connaît très bien le libéralisme doctrinaire aussi français, c'est un grand lecteur de cette tradition-là, et donc il considère que cette vision du Parlement comme véritable contre-pouvoir n'est plus démise, et le Parlement, et notamment le parlementarisme comme système, n'est plus actuel d'une certaine manière. Très bien. Il convenait, comme il dit, à la bourgeoisie qui lisait les journaux. Et donc, oui, la classe discutante, voilà, il va prendre cette expression, il va la prendre d'ailleurs avec une faute d'espagnol qui va se reproduire
la classe discutidora, il va prendre cette phrase de Donoso Cortés, et donc il va dire, effectivement, il va définir cette bourgeoisie du 19e siècle, cette bourgeoisie libérale, comme classe discutante qui effectivement pouvait se permettre ce type de position parce qu'il était facile pour ces différentes fractions, on dirait, d'arriver à un compromis entre libéraux conservateurs, libéraux nationaux, conservateurs. Il était facile de trouver un compromis, ce qui est devenu impossible avec l'émergence de ce quatrième État qui est le prolétariat. Alors on va passer maintenant à l'évolution de sa pensée juridique, de sa doctrine juridique. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu une période décisionniste puis institutionniste. Alors la période décisionniste elle est marquée, je pense, par son livre Théologie politique, dans lequel... Oui. Ça, en fait, on peut considérer qu'il commence avec la dictature, qui est un peu avant, effectivement, c'est juste l'année qui précède, mais effectivement, ce sont ces deux ouvrages qui vont marquer ces tournants, parce qu'en fait, il y a un premier Schmitt, il y a une préhistoire des Schmitt, qui est un peu les Schmitt des années 10, et dont le livre le plus important s'appelle La valeur de l'État, qui est un peu dualiste, c'est un des Schmitt qui se cherche, il n'est pas encore le décisionniste qui deviendra surtout à partir de la dictature. Et donc dans Théologie politique, il aborde la notion de souveraineté, qui définit par la première phrase de ce livre qui est devenu assez célèbre, et souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Oui. Alors, l'allemand est über. Moi, je suis souvent traduit comme sûr. Hein, c'est celui qui décide sur l'état d'exception ou de l'état d'exception, c'est-à-dire, oui, effectivement. Mais lors de l'état. C'est celui qui a le monopole de la décision. Dans ces circonstances-là en particulier, hein, l'état d'exception. Et donc on voit déjà dans cette définition deux éléments, c'est-à-dire l'élément décisionniste, c'est-à-dire c'est le souverain décide, et l'élément Le souverain, c'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui décide. Qui ça? Le souverain, et c'est lui qui décide. C'est pas le souverain décide, mais souverain, et c'est lui qui décide. Oui. Et donc, oui, vous pourriez donner des précisions sur cette définition de la souveraineté? Oui, en fait, c'est. Je ne sais pas si ce qui est important, c'est tant la définition de la souveraineté que de l'état d'exception. C'est-à-dire parce que Théologie politique, c'est le livre où on voit apparaître peut-être la tentative la plus sérieuse de Schmitt de construire une épistémologie d'une certaine manière. C'est la tentative des systématisations et même des systématicités, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est la plus claire. C'est un petit ouvrage qui avait été conçu d'abord justement sur le thème de la souveraineté. Vous avez raison d'inciter sur ça. Il apparaît d'abord comme une contribution au Festgabe, comme on dit, au Festschrift, un hommage, c'est-à-dire le livre, un hommage de Max Weber. Effectivement, il est présent comme une théorie de la souveraineté, mais c'est surtout une théorie de l'exception d'une certaine manière, ou plus exactement de l'importance de l'exception pour déterminer le droit. Et là, c'est justement la tentative, je disais, de construire une épistémologie, d'énoncer une épistémologie, parce qu'il est clair que, aussi bien par le biais de la revendication du concept de souveraineté que par le biais de la revendication de l'exception, il essaie de s'opposer à Kelsen, justement. On peut dire que la pensée des Carl Schmitt, à partir de cet ouvrage-là, s'est construite dans une sorte de dialogue critique, d'opposition à Kelsen. Et donc, effectivement, d'une part, il y a cette revendication du concept de souveraineté, puis surtout des souverains, parce que c'est un souverain dynamique, à mon avis. C'est pour cela que j'ai insisté tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui est donné d'avance, d'une certaine manière, par une fonction qui est déterminée par la Constitution, ça serait du normativisme d'une certaine manière, mais c'est en réalité, c'est lui qui décide dans un processus qui est un processus dynamique d'une certaine manière. Il est dit par la Constitution, et justement, c'est toute l'ambiguïté et en même temps la profondeur des Schmitt. Il joue tout le temps entre un travail théorique, conceptuel et un travail de droit positif. Et là, effectivement, il a en tête un texte qui est essentiel et qui deviendra essentiel tout au long de sa pensée juridique de l'entre-deux-guerres, c'est l'article 48 de la Constitution de Weimar, où justement le président de la République a la possibilité de déclarer l'état d'exception. Ce qui est très important parce qu'il peut suspendre les libertés, la plupart des libertés qu'on appelle en France publiques.
Et ces concepts lui permettent de penser d'une certaine manière en opposition à Kelsen, en revendiquant la souveraineté comme un concept actuel pour penser le droit et l'État, mais un concept qui est en même temps actualisé. C'est actuel, mais actualisé par une nouvelle théorie qui associe souveraineté à état d'exception. En revanche, la notion la plus importante, à mon avis, c'est celle d'état d'exception, parce que c'est la notion la plus abstraite dans ses livres Théologie politique, où il essaye de montrer qu'en réalité, contre Kelsen, une véritable pensée juridique est éprouvée par l'état d'exception. C'est la normalité, dit-il, n'éprouve rien, le cas normal n'éprouve rien, c'est l'exception qui permet de mettre à l'épreuve une pensée juridique. Et donc, texte qui est d'une très grande richesse théologie politique, parce qu'en même temps, nous avons le concept de souveraineté, le concept d'état d'exception. Pour penser l'ensemble, il y a cette revendication de la théologie politique, non pas une théologie particulière, mais même s'il va revendiquer dans ces livres-là, notamment dans les derniers chapitres, la pensée des contre-révolutionnaires, et donc on aura effectivement de Maistre, Bonal et Donoso Cortés. Il va essayer de constituer une sorte de lignage, mais enfin, comme souvent chez Schmitt, ce n'est pas qu'il est particulièrement attentif, c'est pas qu'il essaie d'appliquer à la lettre un penseur, mais il va trouver dans ces penseurs contre-révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle une preuve de l'actualité conceptuelle de la théologie comme mode de penser le droit et le politique. Là encore, chez Schmitt, il n'y a pas de distinction entre le droit et le politique, d'une certaine manière. Donc plus tard, dans son parcours intellectuel, Schmitt va revenir un peu sur sa période décisionniste pour évoluer vers une pensée de l'ordre concret. Oui, c'est ce qu'il dira, effectivement. Moi, je suis de l'opinion que cette rupture est moins importante de ce que Schmitt prétend. Là encore, comme on disait au début de notre entretien, Schmitt prétend donner les clés de lecture de sa théorie, de son œuvre, ce qui est, bon, après tout, c'est légitime. Un auteur peut pouvoir dire comment il veut être lu. Et effectivement, il va évoluer au début des années 30, enfin, il dira qu'il abandonne son décisionnisme, parce que justement, il lui l'empêche, et c'est pas complètement faux de penser une situation normale, du moins une situation d'état. Certains vont mettre cette évolution en contact avec ce qui se passe en Allemagne à l'époque, c'est-à-dire la fin de la Constitution de Weimar, d'une certaine manière, même si la Constitution ne va pas disparaître du point de vue formel, et l'arrivée d'un nouvel État qui commence à se construire dès 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. En tout cas, effectivement, Schmitt va se montrer plus attentif à réfléchir à l'État comme forme permanente, c'est-à-dire en termes de fonctions, et surtout, et puis très rapidement, en réalité, il va faire du droit international l'objet de sa réflexion. Il en avait travaillé un tout petit peu avant, mais au moment où il devient un peu dangereux, même pour sa vie, de réfléchir à l'État nazi, à l'État allemand de l'époque, il va porter une partie de sa réflexion sur le droit international. Et donc, effectivement, l'ordre concret, me semble-t-il, n'est pas vraiment un concept qui permettrait de fonder une épistémologie radicalement différente de celle que Schmitt défendait dans les années 20. Il y a plutôt un ancrage plus important, sans doute, dans l'histoire, qui deviendra un peu plus importante, mais qui n'est pas, à mon avis, il n'y a pas, contrairement à ce qu'il dit lui-même, il n'y a pas de véritable rupture avec le Schmitt des années 20. Oui, d'ailleurs, dans cette phase, dans cette période institutionnaliste, on retrouve également l'idée qu'un ordre, disons, il appelle ça ordre concret, c'est-à-dire une réalité sociale préexiste à l'ordre juridique. Et ce n'est pas l'ordre juridique qui impose à un État. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il va utiliser surtout le concept de nomos pour de plus en plus le concept de nomos pour penser le droit comme ordre concret. C'est-à-dire qu'il va, et c'est là où il y a
il y a peut-être le changement important. Il va abandonner les aspects les plus dynamiques de la décision et il va se concentrer sur cette forme du droit qui va donc justement associer à la tradition du nomos basileus, à la tradition grecque, où effectivement le droit c'est avant tout un ordre concret qui va associer au partage, la séparation, notamment de la terre, et donc effectivement ce droit répond moins à quelque chose de nouveau qui apparaît, en termes d'exception, mais c'est plutôt la construction d'un ordre, bon, je dirais organique, même si Schmitt est loin d'une pensée organiciste, mais il y a un peu cette idée que l'ordre est un ordre concret et que c'est à partir de cet ordre concret qu'on doit penser le droit, qu'on doit construire la réflexion. Carl Schmitt est également connu pour une thèse politique fondée sur la discrimination de l'ami et de l'ennemi. C'est selon lui le critère d'une pensée politique et d'un acte politique. Alors est-ce que vous pouvez détailler Oui, c'est une théorie tout à fait intéressante. Bon, elle a été également souvent interprétée à la lumière de son engagement postérieur dans le nazisme, l'idée que l'ennemi est celui qu'on peut détruire, etc. etc. C'est sans doute un peu excessif. Déjà, dans cette sa théorie du politique, c'est déjà une affirmation de l'autonomie du politique. Et notamment l'idée que, c'est un peu une idée anti-kelsenienne aussi, l'idée que le politique ne peut pas se résumer à l'État, que le politique déborde l'État, et donc en ce sens-là, il considère que c'est essentiel de le définir par un critère qui est propre, qui est un critère propre, mais qui est un critère en même temps formel, c'est-à-dire c'est pas substantiel, on ne sait pas qui est l'ennemi, c'est pas qui est l'ennemi en termes absolus, mais il faut un ennemi. Il faut un ennemi pour constituer sa propre identité politique, et donc justement, il va très bien distinguer l'inimicus hostis. Il va considérer que l'ennemi ce n'est pas la haine personnelle, mais c'est celui qui me permet en retour de constituer mon identité comme telle. Et donc effectivement c'est une théorie qui est très importante puisque permettra de penser d'une manière générale le politique dans un contexte où il considère que ces identités politiques se structurent très fortement en fonction de s'intérêts que parfois on voit comme des intérêts économiques ou des intérêts sociaux, et en réalité il considère que le politique doit garder son autonomie. Et qu'en réalité, après on peut avoir un politique de droite, un politique de gauche, mais on devrait pouvoir avoir un concept de politique. Il ne dit pas une théorie générale du politique, mais sans doute il pense un peu à cela, et d'autres auteurs qui vont se radiquer des Schmitt vont évoluer vers cette direction-là, une forme de théorie ou de philosophie du politique. Notamment, je pense à Julien Freund, qui était l'un des premiers auteurs français qui vont se revendiquer directement des Schmitt, comme disciples directs des Schmitt. Et cette définition de la notion de politique va être pour lui un argument de critique face au mouvement pacifiste. Et d'ailleurs, Julian Freud, dont vous venez de parler, dira vous ne voulez pas d'ennemis, mais l'ennemi veut comme ennemi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à ces critères-là. C'est-à-dire, l'ennemi, ce n'est pas nécessairement la guerre, mais bon, ça a été souvent la guerre dans le système, du moins dans les systèmes de Jus-Public européenne, parce que, effectivement, les exemples qu'il donne sont des situations de guerre. Effectivement, ça lui permet de critiquer le pacifisme comme valeur ou comme idéal. Là encore, on ne peut pas tenir un critère substantiel des paix. Et là, sur ce point-là, bon, ce n'est pas différent que d'autres penseurs. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'on puisse construire une théorie politique à partir d'une valeur comme la paix. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à ces théories du droit international. Alors vous avez évoqué que Schmitt constatait une sorte de dépérissement de l'État, mais cela dit, à une période plus tardive, il a retrouvé pour l'État un certain intérêt politique. Est-ce que vous pourrez différencier ces deux moments de sa pensée ?
En réalité, c'est-à-dire que, vous le dites par rapport au droit international, c'est sans doute à ce moment-là, il va constater, d'une manière systématique après 1945, va constater que le système du droit international tel qu'il s'était construit après la paix de Westphalie, avec les traités de Westphalie, n'existait plus. Et donc du coup, ce système des limitations des puissances européennes par des différents États-nations n'existait plus déjà du moment où apparaissait au centre du système du droit international les États-Unis, qui n'étaient pas un État au sens de la tradition européenne. C'était quelque chose de bien plus important, et là, Schmitt le voit bien. Et donc, il considère qu'effectivement, l'État comme axe, comme centre de la politique, et notamment de la politique internationale, ça relativise par l'apparition de plusieurs phénomènes. Déjà, ces formes de guerre mondiale liées à l'émergence des États-Unis, mais également les guerres économiques qui suivent des logiques différentes, et puis les contestations à l'État qui sont les guerres civiles, où effectivement on reviendrait une forme, ne le dit pas comme ça, mais une forme des systèmes pré-westphaliens où les identités des classes, par exemple, pouvaient traverser les identités nationales. C'est-à-dire que, comme dans la guerre des religions, on n'était pas allemand ou français, on était huguenote ou catholique, etc. Et donc on pouvait être communiste désormais ou capitaliste. Et donc ça crée des autres formes d'autorité et des luttes qui dépassaient l'État. Néanmoins, il va à la fin de sa vie, et c'est surtout notamment dans son dernier texte paru de son vivant, qui est un article de 1978, si je ne me trompe pas, où il analyse l'évolution de l'eurocommunisme, ce qu'on appelait l'eurocommunisme à l'époque. Il va considérer que l'État est plus vivant que jamais. Il dira l'État est plus vivant que jamais, puisqu'ils disent, même les communistes désormais considèrent qu'il faut réfléchir, il faut penser à un modèle communiste qui ne serait plus international, mais qui serait désormais national. Et donc du coup, effectivement, il a ces rapports un peu particuliers avec l'État. Il considère qu'il y a des évolutions contradictoires d'une certaine manière, où l'État n'est plus le centre d'un système juridique, surtout à échelle internationale, comme après la paix de Westphalie, mais néanmoins, il est attentif à des restaurations de l'État d'une certaine manière. Je crois qu'il meurt sans avoir une vision complètement tranchée sur la question des crises de l'État. Il y a une crise, quelle est la nature de cette crise? Sans doute, il n'arrive pas à les départager. Il a été un penseur, quand il s'inscrit dans cette tradition des juristes de droit public, du jurisprudence européenne, il affirme d'une certaine manière sa proximité avec l'État comme concept du droit public et comme forme politique. Et il avait également soutenu la constitution de grands espaces qui remplaceraient la forme étatique. Tout à fait. Il considère que c'est l'une des évolutions qui voit un fonctionnement, déjà à partir de l'expérience justement des États-Unis au XIXe siècle, et notamment la doctrine Monroe. Donc ce système va lui permettre d'une certaine manière de réfléchir à la fin des années 30, début des années 40, à ce qui pourrait être la réalité institutionnelle ou la réalité concrète d'une Allemagne hégémonique, qui était bien entendu l'Allemagne nazie, une Allemagne hégémonique dans une partie de l'Europe continentale, pas dans toute l'Europe sans doute, mais une partie notamment dans l'est de l'Europe et l'Europe centrale. Effectivement, il va considérer que désormais l'évolution du système du droit international n'est plus un système interétatique, la logique n'est pas interétatique, mais est autre. Et donc il appellera effectivement cette logique des grands espaces. Enfin, il n'utilisera pas le nom logique, mais c'est un peu dans cette idée-là qu'il va, dans cette perspective. Alors on va passer maintenant à son œuvre majeure en matière de droit international, qui est le Nomos de la Terre. Oui.
Alors, il reprend ce concept de nomos dont vous avez parlé tantôt. Et alors là, on a une nouvelle sorte de définition du droit qu'il appelle unité d'ordre et de localisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, là encore, cet ouvrage-là qui est un ouvrage clé, parce qu'on considère que les deux livres vraiment systématiques qu'il va publier dans sa vie, ces deux œuvres majeures, c'est en 1928 la théorie de la Constitution et puis en 1950 les nomos de la Terre. Et donc là encore, un livre complexe, parce qu'il y a à la fois une théorie du droit d'une certaine manière et une analyse historique de l'évolution du droit. Et donc, c'est dans ces livres-là qu'à mon avis s'exprime le mieux ces concepts plutôt que ces concepts, cette conception du droit comme ordre concret. Et donc, effectivement, il va associer le droit à non pas seulement une forme de décision, mais plutôt des constructions d'un système qui a pour base quelque chose de très concret comme la Terre. Et c'est à partir de cette construction-là qu'on peut imaginer une définition du droit, qui en même temps est une définition du droit qui n'est pas complètement figée, puisqu'elle est rapidement mise en cause par d'autres manières de concevoir le droit, et notamment à partir de l'expérience anglaise. De quoi vous parlez? Du droit de la mer, anglaise, c'est une manière d'utiliser une métaphore, mais d'une autre manière de concevoir le droit, qui sera le droit qu'on pourrait appeler, nous, le droit anglo-saxon, d'une certaine manière. Oui, et d'ailleurs, dans cet ouvrage, il me semble qu'il insiste sur l'opposition terre-mer. Oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'il avait commencé à travailler un peu avant, et effectivement, il y aura là deux modèles de concevoir le droit, d'une certaine manière. Cette vision classique qui garde sa permanence pour lui, cette idée de partager, de séparer, va être dans l'ordre positif, d'un point de vue historique, concurrencé par cette autre vision qui, d'une certaine manière, est une vision plus abstraite et plus normativiste. Il retrouve parfois le mot du droit. Et c'est aussi dans ce livre qu'il fait une sorte d'éloge au système westphalien. Est-ce que vous pourriez nous décrire les caractéristiques de cet ordre juridique international? Oui, un éloge posthume, en quelque sorte, parce qu'il est en train de... Il constate sa mort. Oui, parce qu'en fait, c'était les systèmes qui s'appuyaient sur la souveraineté de l'État, c'est-à-dire le système qui avait expulsé la guerre à l'intérieur des frontières et qui concevait la guerre à l'intérieur d'un système interétatique, qu'on appellera justement de droit international. Et donc, ces modèles étaient un modèle qui faisait de l'État-nation, qu'on appellerait comme phénomène historique de l'État-nation, le centre du système. Et donc, effectivement, le système westphalien est en crise, d'après lui, dès la fin du XIXe siècle. Et puis, cette crise apparaît très très clairement après la Deuxième Guerre mondiale et l'émergence d'un système qui ne peut plus être celui de l'équilibre entre les puissances européennes, qui est un système qui est devenu déjà très important, ne serait-ce que par le nombre d'États qui sont reconnus par le système des Nations Unies. Il donne les chiffres, et donc il dit, vous imaginez, c'est un monde impossible, un monde qui a une cinquantaine d'États, déjà à l'époque. Oui. En effet, il perçoit certains dangers dans cette modification de l'ordre international, notamment avec l'hégémonie en construction de l'Amérique, Oui. car disons que les États-Unis ont une façon de concevoir les relations internationales totalement différente de celle des Européens du XVIIe siècle, et qui est notamment discriminante, et qui pose une discrimination absolue entre nous et les autres. Oui, là il y a effectivement cet élément qui apparaît, ce qui est un peu paradoxal, qui est cette construction du politique à partir des valeurs. Et donc effectivement, ça suppose de considérer qu'on est meilleur que l'autre, et donc du coup, c'est une idée qu'il avait déjà, qu'on retrouve déjà dans sa critique
du traité de Versailles, mais qui reçoit là une autre forme. C'est effectivement une politique normativiste, mais d'un autre sens, pas au sens kelsenian du terme. Et effectivement, il considère que les États-Unis expriment d'une certaine manière, c'est-à-dire, en gros, il voit une sorte de continuité entre, on pourrait dire, le wilsonisme qu'il avait critiqué, cette vision du président Wilson, qu'il retrouve d'une certaine manière dans la manière américaine de concevoir les relations internationales, qui suppose une forme de bannière, qui serait une supériorité par rapport aux autres États. Et donc il faut vaincre au nom des valeurs qui sont les valeurs de l'Amérique ou les valeurs du libéralisme, de la démocratie, etc. etc. Et donc c'est un autre modèle, que celui, le modèle westphalien qui mettait d'une certaine manière tous les États-nations à égalité. Oui. Et là, on est dans ce système qui n'est plus dans cet équilibre-là. C'est-à-dire que le système westphalien évacuait l'aspect moral et idéologique des relations internationales. Tout à fait. Et quelque part, l'Amérique le remet en... Tout à fait. C'était les intérêts de l'État, les intérêts nationaux à la limite, mais il n'y a pas des valeurs supérieures, supra-étatiques qui seraient incarnées par un État en particulier. Et en réalité, cet appel, à la même époque, enfin un peu plus tard, il va justement critiquer cette sorte de politique fondée sur des valeurs. C'est quelque chose dont il se méfie. Là, on voit bien l'unité de la pensée de Schmitt, quelque part, du moins, une certaine unité, pas une unité complète, mais une certaine unité, du moins, certaines questions qui reviennent. Et donc là, cette critique d'un politique dont le critère dernier ne serait pas un critère formel d'une certaine manière, mais serait substantiel. Des valeurs qui seraient supérieures aux valeurs des autres. Et donc, quand on a des valeurs supérieures, alors du coup, dit-il de manière paradoxale, on peut considérer que l'autre est hors la loi. Est hors l'humain, en fait. Hors le valeur, voilà. Oui, dire que en prétendant combattre pour l'homme ou l'humanité, l'ennemi est par conséquent évacué de cette humanité. Voilà, il est déshumanisé, voilà. donc il dit ça sans doute avec une pointe d'ironie. Je peux effectivement, du coup, considérer que je peux faire disparaître mon ennemi, puisqu'il est en dehors de l'humanité. Et en réalité, c'est quelque chose qu'il avait déjà identifié dans les théories marxistes. Il avait dit, là, justement, le danger parfois de la théorie marxiste, c'est que en faisant du prolétariat l'incarnation de l'universel, et en retirant à la bourgeoisie tout droit, je peux la supprimer. Je peux la supprimer, puisqu'il agit, moi j'agis au nom de l'humanité. Et donc il se méfie de ce type de valeurs, ce type de construction absolue. Et oui, donc dans cette conception des relations internationales disparaît le concept de justice-hostice, d'ennemi juste, qui est respectable. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a une certaine... il essaye de montrer la cohérence interne qu'il y avait les systèmes westphaliens, quelque part, et qui c'était à la limite un modèle d'équilibre. Schmitt est une sorte de libéral contrarié, c'est-à-dire c'est un libéral qui ne peut plus l'être d'une certaine manière, mais qui on ne peut plus être libéral dans le monde dans lequel il vit. Enfin, c'est sa position, c'est ce qu'il croit, et donc effectivement il essaye de montrer qu'il y avait une forme de limitation et d'équilibre qui n'existait plus désormais, malgré la toute-puissance des valeurs ou la publicité très forte des valeurs morales, qui imbibent désormais un discours qui devrait être un discours juridique, qui devrait rester un discours juridique, mais justement ce qui l'inquiète d'une certaine manière, c'est cette utilisation de la morale à des fins qui sont politiques toujours. Il avait dit déjà à la fin des années 20, quand je revendique pour moi la valeur morale, je suis en train d'établir une supériorité sur l'autre. Et on va finir en évoquant la figure du partisan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi sa théorie du partisan est importante pour comprendre les guerres, les conflits modernes? Oui, parce que là, dans la théorie du partisan, il voit encore un tournant de la contestation de l'État.
C'est-à-dire le partisan actualise les critères du politique, mais d'une manière différente, parce que justement, il a un rapport à la terre, mais également à l'irrégulier, qui est propre. Bon, il va, comme souvent, retrouver une sorte d'histoire conceptuelle. Il va rappeler l'importance qu'il y aura la résistance anti-napoléonienne en Espagne pour faire émerger la figure du guerriero, de l'irrégulier. Et donc il va essayer de montrer comment le guerriero est celui qui combat une armée régulière de manière irrégulière, et donc du coup qui peut se permettre des formes de violence qui ne sont pas codifiées par le droit de la guerre. Et d'ailleurs, dans l'expérience historique, on raconte souvent que les soldats napoléoniens étaient sous le choc des atrocités qui pouvaient faire, des violences qui pouvaient faire les guerrilleros espagnols. Et donc il voit là encore, dans cette théorie qui était des débuts des années 60, qui est très, très marquée par l'expérience du maoïsme, comme du maoïsme victorieux, le maoïsme qui avait autorisé la guerre populaire, comment cette nouvelle avatar, cette nouvelle expression de la lutte des classes, non seulement actualise le critère du politique, de la distinction de la vie de l'ennemi, mais encore montre que le concept d'État se retrouve affaibli, puisque justement la guerre n'est plus une guerre entre deux réguliers, entre deux États par exemple, mais entre un État et un groupe qui est affranchi d'une certaine manière. On passe à la confrontation des idées entre Carl Schmitt et Jens Kelsen, au travers notamment d'un ouvrage de Carl Schmitt qui a écrit, il me semble, je crois, dans sa jeunesse, et qui s'intitule Le gardien de la Constitution, auquel Kelsen a ensuite répondu qui doit être le gardien de la Constitution. Oui, en fait, c'est pas dans sa jeunesse, c'est plutôt une expression assez mûre de sa pensée. C'est un ouvrage du début des années 30, en réalité, où Carl Schmitt réunit déjà des textes un peu plus... Enfin, un premier texte de 1929, et puis ce qui est très important, c'est le contexte dans lequel Schmitt publie ses livres, qui est là clairement un livre d'intervention, intervention politico-juridique, puisque c'est un moment où se produit ce qu'on appelle parfois la crise de la République de Weimar, qui est la fin de la normalité du système, d'une certaine manière, notamment la fin des majorités parlementaires. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 1930, suite à la crise économique de 1929, et une première victoire importante du parti nazi, qui est un gain des déterminants, le Premier ministre à l'époque, qui s'appelait Brüning, qui est un représentant du parti Centrum, du parti catholique, l'un des partis qui était associé directement à l'élaboration de la Constitution de Weimar, commence à gouverner par ordonnance, comme on dit en droit public français. C'est-à-dire qu'il fait des décrets-lois, comme on dit parfois aussi dans d'autres traditions, c'est-à-dire des textes généraux, mais qui viennent de l'exécutif uniquement. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par le Parlement, et notamment en matière financière. Donc il y avait un principe clé du parlementarisme qui était la réserve de la loi, la réserve financière de la loi, c'est-à-dire les budgets, les nouveaux impôts, et Brüning commence à faire passer ce type des normes générales par une voie présidentielle, c'est-à-dire la signature du président. Et donc, Carl Schmitt est engagé un peu comme conseiller juridique, officieux ou officiel, un peu plus tard il sera officiel, de ces premiers ministres qui vont se succéder avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et donc là, il y a notamment une personnalité avec laquelle il est proche, qui est un général de l'armée, Schleicher, qui va devenir également Premier ministre dans ce processus où le gouvernement parlementaire ne s'appuie plus sur la majorité parlementaire. C'est-à-dire que le Parti social-démocrate, par exemple, s'abstient pour ne pas faire obstruction. Et donc, Carl Schmitt publie ce texte qui s'appelle Le gardien de la Constitution, où il va essayer d'une certaine manière de justifier par la théorie du droit, par la théorie constitutionnelle, cette évolution du système weimarien,
en utilisant justement l'argument de l'article 48 et en mettant le président au centre du système, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, comme gardien de la Constitution. C'est un concept un peu particulier, celui des gardiens, et justement il y a une certaine difficulté à les dégager. Lui-même il est assez ambigu, puisqu'il y en avait déjà dans la tradition européenne un autre débat qui avait été particulièrement important en Allemagne après 1925 notamment, sur la justice constitutionnelle. Et donc, la polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt va s'engager non sans malentendu sur ce que le concept, c'est-à-dire sur le concept qui est en jeu, en quelque sorte. Puisque Schmitt, c'est lui qui commence en quelque sorte dans l'ambiguïté, parce que en faisant une défense de l'application de l'article 48, qui est une autre manière de parler de l'état d'exception, et donc du souverain qui décide de l'état d'exception, comme on a dit au début de l'entretien, Schmitt évoque également la question de la justice constitutionnelle, comme s'il y aurait une alternative à sa théorie du gardien de la Constitution, qui serait celle de la justice constitutionnelle défendue par Hans Kelsen. Et il va dire qu'effectivement la théorie de la justice constitutionnelle peut être lue comme conception du gardien de la Constitution dans certains pays qui ont une tradition judiciaire du droit, notamment les États-Unis. Il dit par exemple la Cour suprême nord-américaine peut être considérée comme un gardien de la Constitution, mais dans le système allemand, il est clair que c'est gardien de la Constitution et le président du Reich. Et Hans Kelsen va répondre dans un texte qui s'appelle justement, qui a un beau titre d'une certaine manière, qui doit être le gardien de la Constitution, mais qui va publier dans une revue qui est une revue militante, qui s'appelle Die Justice, qui n'est pas une revue juridique des facultés des droits d'une certaine manière, c'est plutôt la revue d'une association de gauche, des juristes allemands, où notamment les social-démocrates sont très impliqués. Et il va utiliser cet écrit pour, d'une part, défendre son système des critiques que Schmitt lui avait adressées dans le livre, et en même temps pour essayer de montrer que la vision de Carl Schmitt est une vision non juridique, est une vision, bon, d'une part, une vision traditionnelle de la justice, qui est une théorie de la décision juridictionnelle qui est très pauvre pour lui, parce qu'il renvoie un peu à l'idée de l'automate juridique, et il dit, bon, c'est ça la théorie des Schmitt, et en même temps, en réalité, montrer que le livre des Schmitt n'est pas un livre juridique, est un livre idéologique. Il essaie de justifier une situation concrète, une politique concrète dans l'Allemagne de l'époque, avec l'utilisation des concepts juridiques, qui en plus sont des concepts juridiques un peu daté, puisque en réalité, Carl Schmitt, dans son livre de 1931, il va défendre la figure du président comme gardien de la Constitution à travers la théorie du pouvoir neutre de Benjamin Constant. Et Schmitt donc considéra que cette théorie décrit bien quel est le rôle du président dans le système weimarien. Alors justement, non sans ironie, Kelsen va dire, ben, écoutez, pour quelqu'un qui disait que les concepts du XIXe siècle étaient datés, c'est assez étrange qu'il nous ressort cette théorie qui n'est servée que dans la monarchie parlementaire. Et en réalité, il va essayer de démonter, c'est typique de la rhétorique kelsenienne, il va essayer de montrer que l'argument schmittien est autocontradictoire d'une certaine manière, pour conclure qu'en réalité, toutes ces contradictions montrent qu'il s'agit d'une prise de position idéologique plutôt que juridique. Et donc que la seule théorie de le gardien de la Constitution est la théorie de la justice constitutionnelle. Mais il faut être très attentif, puisque justement ils vont rester un peu dans ces malentendus. D'ailleurs, Kelsen fait fi d'une distinction schmittienne qui était très importante et qui était apparue dès 1928 au moins, c'est entre constitution et loi constitutionnelle, entre Verfassung et Verfassungsgesetz. Et donc, en réalité, quand il parle de constitution, défenseur ou gardien de la Constitution, il ne se réfère pas à la Constitution de droit positif, qui serait la loi constitutionnelle, mais plutôt à quelque chose d'autre, qui d'ailleurs n'est pas toujours très clair à définir. Ça renvoie un peu au concept de constitution sociale qu'avait défendu Maurice Horiou dans la doctrine française.
D'ailleurs, il dit s'inspirer de Maurice Horiou. En réalité, quand Kelsen répond à Schmitt, il parle de la Constitution comme norme. Et donc, du coup, effectivement, protection de la Constitution, c'est pour lui équivalent à justice constitutionnelle. Donc ça va être la seule confrontation directe qu'ils auront, c'est-à-dire la polémique au sens propre du terme. Et d'ailleurs, et Schmitt ne va pas répondre directement à Kelsen, il n'y aura pas de réplique, mais dans ses journaux notamment, il va se rappeler de cette polémique avec de l'amertume. Il va dire justement que Kelsen avait essayé d'écarter cette théorie du pouvoir neutre, enfin cette théorie du président, comme regardait la Constitution s'appuyant sur le pouvoir neutre du président, comme un simple argument idéologique sans la prendre au sérieux. Mais c'est la seule polémique directe. En réalité, comme on a vu un peu dans l'entretien, dès les années 20, et notamment à partir de la dictature, et puis notamment dans la théologie politique, puis dans la théorie de la Constitution, Schmitt s'adresse, même le concept de politique, on peut le lire aussi de cette manière-là, est en train de penser contre Hans Kelsen, après, bon, maintenant, souvent, il tape la mode, une mode qui nous vient depuis les années 90, elle est confrontée également à un droit international, comme deux visions antithétiques. Il faut dire que là, il n'y a pas eu de polémique directe, déjà, mais surtout que les visions ne sont pas directement confrontables. C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler, peut-être davantage que dans la polémique des 31, de deux choses assez différentes, avec des visions assez différentes. Et on pourrait dire que, pour conclure d'une certaine manière sur ce point-là, que Hans Kelsen ne prend pas au sérieux Carl Schmitt comme internationaliste, d'une certaine manière. Il le voit plutôt peut-être comme un historien du droit international, mais il ne pense pas qu'il y ait une théorie du droit international, au sens strict du terme. Tandis que dans la théorie du droit constitutionnel, il y a un peu plus de respect sans doute pour la pensée schmittienne.